Lorsqu'un tsunami dévaste un coin de paradis en Thaïlande, un critique gastronomique arrogant et mondialement connu se retrouve seul survivant sur une île déserte. Dépouillé de tout luxe, il doit utiliser son palais et son odorat, des instruments qu'il utilisait pour juger et mépriser, pour une fonction bien plus primale, survivre. Chaque fruit, chaque coquillage devient un test, où la moindre fausse note peut être mortelle. Si vous aimez les récits de survie où un talent unique devient la clé de la survie, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde d'Antoine Moreau était un théâtre de saveurs, et il en était le seul critique dont la vie comptait vraiment. Assis à la meilleure table du Phare d'Émeraude, un restaurant exclusif perché sur une falaise surplombant la mer d'Andaman, il contemplait le plat qui venait d'être posé devant lui avec une concentration quasi chirurgicale. Ce n'était pas de la nourriture, c'était une proposition, une thèse que le chef soumettait à son jugement. Antoine n'était plus qu'un critique gastronomique, il était une institution, une terreur pour les chefs du monde entier, un roi soleil dont le palais pouvait faire ou défaire une réputation avec une seule chronique dans sa colonne influente du Global Gastronome. Son palais était son royaume, un instrument d'une sensibilité et d'une mémoire extraordinaire, affûté par des décennies de dégustation, de voyages et d'une étude quasi obsessionnelle de la chimie des saveurs. Il pouvait, en une seule bouchée, déconstruire un plat complexe en ses composants les plus élémentaires. Il ne goûtait pas une sauce, il en percevait la structure, la réduction lente du fond de veau, la note de tête acidulée du vinaigre de Kérès vieilli, le soupçon de safran iranien qui trahissait l'origine du chef, et même la légère amertume en finale qui indiquait que les échalotes avaient été cuites une minute de trop. Son nez était tout aussi redoutable. Il pouvait, en humant un verre de vin, identifier non seulement le cépage, le millésime et la région, mais aussi le versant de la colline où la vigne avait poussé, la présence de calcaire dans le sol, et si le vigneron avait utilisé des fûts de chêne neuf ou de deuxième année. Ce voyage en Thaïlande était censé être des vacances, une pause dans son cycle incessant de jugement. Mais même en vacances, Antoine ne pouvait s'empêcher de critiquer. Il était logé dans une villa privée d'un complexe hôtelier ultra-luxueux, un havre de paix et de perfection où chaque détail, du pli des draps en coton égyptien à la température de l'eau de la piscine à débordement, était calibré pour son confort. Pourtant, il trouvait des failles. Le service était trop obséquieux. L'air conditionné était trop sec. Et la nourriture, bien qu'excellente, manquait, selon lui, d'une âme véritable. Ce soir-là, il avait décidé de tester le restaurant le plus en vue de la région. Le plat devant lui était un curry de homard bleu. Il prit une petite cuillerée. Il ferma les yeux, laissant les saveurs envahir son palais. « Intéressant », dit-il à la jeune directrice du restaurant, qui se tenait à côté de sa table, visiblement terrifiée. La cuisson du homard est parfaite, nacrée à cœur. La base de lait de coco est de bonne qualité, fraîchement pressée, je présume. Mais, il y a une dissonance. Il prit une autre cuillerée. Votre galanga. Il est légèrement boisé. Il a été récolté un jour trop tard. Et la feuille de combava. Elle a été meurtrie, pas coupée nette, ce qui a libéré une amertume excessive qui masque la note de tête du piment œil d'oiseau. C'est un plat à 9 sur 10, mademoiselle. Mais ce sont ces détails qui séparent l'excellence de la perfection. La directrice blêmit, murmurant des excuses. Antoine sourit intérieurement. Il aimait ce pouvoir, cette capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas, à goûter ce que les autres ne goûtaient pas. Il était un homme complètement détaché du monde naturel. La nature, pour lui, n'était qu'une source de matières premières, des ingrédients bruts qui n'acquéraient de la valeur qu'une fois transformés, maîtrisés, sublimés par la main de l'homme. Il regarda le soleil se coucher sur l'océan, un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Mais il ne vit pas la beauté. Il vit un cliché, une carte postale pour touristes. Il ne sentit pas la brise salée. Il analysa sa composition, y décelant des notes d'iode, de plancton et le lointain parfum des gaz d'échappement d'un bateau de pêche. Son monde était une analyse constante, une quête de perfection dans un univers qu'il jugeait fondamentalement imparfait. Il ne savait pas encore que cet univers, qu'il tenait à une distance si dédaigneuse, était sur le point de lui donner une leçon d'humilité brutale, une leçon où la seule perfection qui compterait serait celle de la survie. Le retour d'Antoine au complexe hôtelier se fit dans un silence contemplatif. Il était satisfait de sa performance au restaurant, de la manière dont il avait disséqué le plat avec une précision chirurgicale. Il se sentait puissant, au sommet de son article. Il se versa un verre de whisky single malt de 25 ans d'âge dans sa villa, et s'installa sur sa terrasse privée qui surplombait la plage déserte. La nuit était calme, la lune presque pleine jetant un chemin d'argent sur une mer d'huile. Il n'y avait que le son doux et régulier des vagues qui venaient mourir sur le sable. C'est ce son qui changea en premier. Le rythme régulier et apaisant fut remplacé par un silence étrange et soudain. La mer semblait avoir retenu son souffle. Antoine, intrigué, se leva et s'approcha de la balustrade. Ce qu'il vit le laissa perplexe.
La mer était en train de se retirer. Non pas comme une marée descendante, mais rapidement, anormalement, comme si un drain géant venait d'être ouvert au fond de l'océan. En l'espace d'une minute, la mer recula de plusieurs centaines de mètres, exposant un paysage sous-marin que personne n'avait jamais vu. Des récifs coralliens, des rochers sombres couverts d'algues, et des poissons qui se débattaient frénétiquement dans les flaques d'eau. Son esprit analytique chercha une explication logique. Un phénomène de marée exceptionnel? Une sèche? Mais il n'y avait rien dans sa vaste connaissance qui puisse expliquer un retrait aussi rapide et aussi massif. Puis il entendit un son. Un grondement sourd et lointain, qui ne venait pas du ciel, mais de l'horizon marin. Un son qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Il regarda vers le large. Et il la vit. Une ligne. Une ligne blanche à l'horizon, qui semblait s'élever, grandir, se transformer en un mur. Un mur d'eau sombre qui fonçait vers la côte avec une vitesse terrifiante et silencieuse. Le tsunami. La prise de conscience fut instantanée, et la peur, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, le frappa avec la force d'un coup de poing. Il n'eut pas le temps de réfléchir, pas le temps de courir. Il resta là, paralysé, hypnotisé par la majesté apocalyptique de la vague qui approchait. Le bruit arriva enfin, un rugissement assourdissant, le son de l'océan lui-même qui hurlait sa fureur. La vague, maintenant haute comme un immeuble de 10 étages, frappa la barrière de corail au large, explosant dans une gerbe d'écume blanche de plusieurs centaines de mètres de haut. Puis, elle déferla sur la côte. Il vit les palmiers de la plage se plier comme des allumettes, puis être arrachés et emportés. Il vit les bungalows de luxe les plus proches de la plage être littéralement pulvérisés, leurs toits de chaume et leurs murs de bois projetés dans les airs comme des fétus de paille. Puis, la vague frappa sa propre villa. Il y eut un bruit de verre qui explose, et le mur d'eau et de débris déferla sur sa terrasse, l'emportant avec une force irrésistible. Il fut projeté, roulé, broyé dans un tourbillon de bois, de métal, de sable et d'eau. Il sentit ses os craquer, sa tête heurter quelque chose de dur. L'eau l'aspira, le tira vers le fond, puis le rejeta à la surface. Il haleta, aspirant de l'eau et de l'air, avant d'être à nouveau submergé. Son monde n'était plus qu'un chaos de bruit, de douleur et de suffocation. Il perdit toute notion de haut et de bas, de temps et d'espace. Il était un jouet entre les mains d'une force primale, une force qu'il avait toujours regardée avec dédain et qui était maintenant en train de le déconstruire, de le réduire à sa plus simple expression, un simple organisme luttant pour respirer. Il ne se souvint plus de rien après cela. Seulement de l'obscurité, du froid, et du sentiment de sombrer dans un silence infini. Le réveil fut une lente et douloureuse émergence d'un coma de douleur. La première sensation fut celle du sable, rugueux et humide, contre sa joue. La deuxième fut la douleur, une douleur diffuse et lancinante qui parcourait tout son corps. Il ouvrit les yeux, mais dut les refermer immédiatement, aveuglé par une lumière d'une intensité insupportable. Il essaya à nouveau, plus lentement, protégeant ses yeux avec une main tremblante. Il était allongé sur une plage de sable blanc éblouissant. Le ciel au-dessus de lui était d'un bleu parfait, sans le moindre nuage. La mer, d'un turquoise idyllique, clapotait doucement sur le rivage. C'était une scène de carte postale, une image de paradis. Mais c'était un paradis jonché des débris de l'enfer. La plage était couverte de restes de ce qui avait été autrefois un complexe hôtelier de luxe, des morceaux de bois tordus, des fragments de meubles, des vêtements en lambeaux, et des objets plus personnels et plus tragiques qu'il s'efforça d'ignorer. Il se redressa péniblement, chaque mouvement une agonie. Il était torse nu, son pantalon de lin de créateur en lambeaux. Son corps était couvert de coupures, d'échymoses et d'égratignures. Il était seul. Il se leva, chancelant, et scruta l'horizon. Il était sur une petite île, une île qui ne semblait pas faire plus de quelques kilomètres de circonférence. D'un côté, la plage de sable blanc. De l'autre, une jungle dense et impénétrable. Il n'y avait aucun signe de vie, aucun signe de civilisation. Pas de bateau, pas d'avion. Rien. La réalisation de sa situation le frappa avec une lenteur terrifiante. Il était un naufragé. Le seul survivant. La première journée, il ne fit rien d'autre qu'errer le long de la plage, dans un état de choc, appelant parfois, sans vraiment y croire. Le soir, il s'effondra sur le sable, épuisé, et s'endormit d'un sommeil de plomb. C'est le deuxième jour que la faim et la soif commencèrent à se faire sentir. Non pas la faim élégante d'un homme qui attend son prochain repas gastronomique, mais une faim primale, une crampe douloureuse dans son estomac vide. La soif était encore pire, une sensation de brûlure dans sa gorge, une sécheresse qui rendait la déglutition difficile. Il était un homme qui avait passé sa vie à analyser les saveurs les plus subtiles, et maintenant, son palais, son instrument si précieux, était une source de torture. Il rêvait du goût de l'eau minérale fraîche, de la saveur d'un simple morceau de pain.
Il était hanté par les fantômes des milliers de plats qu'il avait goûtés et jugés. Il comprit qu'il devait agir, ou il mourrait. La survie, il le réalisa, n'était pas une question de confort ou de préférence. C'était une question de chimie. Son corps avait besoin d'eau et de calories. Il commença à explorer l'île avec un nouveau but. Il quitta la plage et s'enfonça dans la jungle. La chaleur et l'humidité étaient suffocantes. La végétation était un mur de verdure hostile, rempli de bruits d'insectes et d'animaux invisibles. Il marcha pendant 1 heure, se sentant de plus en plus faible, le désespoir le guettant. Puis, il le vit. Un arbre, chargé de fruits d'un rouge éclatant, de la taille d'une petite pomme. Il semblait délicieux, juteux. La faim lui hurlait de les cueillir et de les dévorer. Il s'approcha, sa main tendue. Mais quelque chose l'arrêta. Une vie entière passée à analyser, à ne jamais faire confiance à la première impression. Il cueillit un fruit. Il le porta à son nez. L'odeur était douce, florale, invitante. Il le porta à ses lèvres, et sa langue, son instrument, le toucha à peine. Le contact de sa langue avec la peau du fruit fut une explosion de sensations. La première note était sucrée, presque mielleuse, une promesse de soulagement et d'énergie. Son estomac se contracta, le suppliant de mordre à pleines dents. Mais Antoine, même au bord de l'inanition, ne pouvait s'empêcher d'être ce qu'il était, un critique. Son palais, par réflexe, par des décennies d'entraînement, commença à déconstruire le goût. Après la douceur initiale, il y eut une note de cœur, plus complexe, légèrement acidulée, rappelant le litchi ou le ramboutan. Et puis, juste à la fin, sur le bout de sa langue, il y eut la finale. Une note presque imperceptible, une nuance que 99% des gens n'auraient jamais détectée. Une amertume. Ce n'était pas une amertume franche, comme celle du café ou du chocolat noir. C'était une amertume subtile, chimique, presque métallique, qui laissait une sensation légèrement anesthésiante sur sa langue. Il se figea. Son esprit, sa bibliothèque de saveurs, se mit à travailler à une vitesse fulgurante. Il avait déjà rencontré cette amertume. Dans des plats ratés, oui, mais aussi ailleurs. Il se souvint d'un voyage en Amazonie, où un guide indigène lui avait appris à reconnaître les plantes comestibles. Le guide lui avait donné une règle d'or. Si c'est amer, ne le mange pas. L'amertume, dans le monde végétal, est souvent la signature des alcaloïdes, des composés chimiques que les plantes produisent pour se défendre des prédateurs. Des poisons. La plupart sont inoffensifs en petite quantité, mais certains peuvent être mortels. Ce fruit, si beau, si invitant, était probablement un piège. Un piège magnifique et mortel. Il recracha, se rinçant la bouche avec le peu de salive qui lui restait, et jeta le fruit loin de lui avec une sorte de répulsion respectueuse. Il venait d'échapper à sa première tentative d'assassinat par la nature. Et c'est son palais, cet instrument qu'il avait utilisé pour juger avec arrogance des plats à $1000, qui venait de lui sauver la vie. Cette prise de conscience fut une leçon d'humilité profonde et brutale. Son don n'était pas un outil de supériorité. C'était un outil de survie. Il comprit que pour survivre ici, il devait changer complètement sa perspective. Il ne devait plus juger. Il devait écouter. Il devait utiliser son palais non pas pour critiquer, mais pour comprendre. La soif, cependant, était un problème plus urgent encore. Il continua son exploration de la jungle, mais cette fois, il ne cherchait plus de la nourriture. Il cherchait de l'eau. Il suivit une pente descendante, sachant que l'eau, par la force de la gravité, se trouverait dans les points bas. Après une autre heure de marche épuisante, il entendit un son. Un murmure. Le son de l'eau qui coule. Il se précipita, et le trouva. Un petit ruisseau, dont l'eau claire cascadait sur des rochers moussus. Il tomba à genoux et but à grands goulets, sans réfléchir, l'eau fraîche et pure un baume sur sa gorge desséchée. Ce n'est qu'après avoir étanché sa soif la plus pressante qu'il se souvint de sa nouvelle philosophie. Il préleva un peu d'eau dans le creux de sa main et la dégusta. Il la fit tourner dans sa bouche. La texture était douce, soyeuse. La minéralité était faible, mais présente. Il détecta des notes de terre humide, de mousse, et une subtile saveur verte provenant des plantes qui poussaient le long du ruisseau. C'était une eau de source, filtrée par la terre de l'île. Elle était sûre. Il avait trouvé sa source de vie. Il passa le reste de la journée près du ruisseau, se reposant, récupérant ses forces. Il se sentait renaître. Il avait survécu à la vague, à la faim, à la soif, et à sa première rencontre avec une plante vénéneuse. Il n'était plus le même homme qui était arrivé sur cette île. L'arrogance avait été lavée par le tsunami, remplacée par un respect prudent et une nouvelle forme d'intelligence, une intelligence de la survie. Les jours suivants, la faim redevint la force dominante qui dictait les actions d'Antoine.
L'eau était assurée, mais son corps réclamait des calories, de l'énergie. Il savait qu'il devait trouver une source de nourriture fiable, et vite. Il décida d'explorer l'île de manière plus systématique, en utilisant sa nouvelle compréhension de la nature comme un guide. Il commença par ce qu'il connaissait le mieux, son nez. Dans son ancienne vie, son odorat était un outil d'analyse, un instrument pour déceler les arômes complexes d'un vin ou la fraîcheur d'un ingrédient. Ici, il allait devenir sa boussole, son système d'alerte précoce, son radar à nourriture. Il commença par cartographier olfactivement son environnement. Il apprit à distinguer l'odeur de l'humus humide de celle de la terre sèche, l'odeur des pins de sel des eucalyptus, la fragrance des différentes fleurs qui poussaient sur l'île. Il créa une carte mentale des odeurs, associant chaque fragrance à un type de végétation, à un lieu. Puis, il commença sa chasse. Il ne cherchait pas de la nourriture avec ses yeux, mais avec son nez. Il marchait lentement à travers la jungle, le visage levé, humant l'air, essayant de capter la moindre note qui ne serait pas celle habituelle de la forêt. Un après-midi, il le sentit. Une odeur douce, sucrée, presque florale, portée par la brise. Une odeur de fruits mûrs. Elle était faible, mais indubitable. Il se figea, tournant la tête, essayant de localiser la source. Il commença à remonter la piste olfactive, comme un chien de chasse. Il marchait, s'arrêtait, humait l'air, corrigeait sa trajectoire. Après une vingtaine de minutes, il la trouva. Une petite clairière où poussait un arbre qu'il ne reconnut pas, mais qui était chargé de petits fruits jaunes, semblables à des mangues miniatures. Il en cueillit un. L'odeur était enivrante. C'était la source du parfum qu'il avait suivi. Mais il se souvint de sa première leçon. L'odeur et l'apparence pouvaient être trompeuses. Il effectua son test de survie. Il frotta d'abord le fruit sur sa peau. Pas de réaction. Il le porta ensuite à ses lèvres. Pas de sensation de brûlure ou d'engourdissement. Enfin, il en goûta une infime parcelle, la gardant sur sa langue. Le goût était délicieux. Sucré, acidulé, sans la moindre trace d'amertume suspecte. Il attendit plusieurs minutes. Pas de réaction. Il en mangea un, puis un deuxième. C'était le premier vrai repas qu'il faisait depuis le naufrage. L'énergie afflua dans son corps, un sentiment de bien-être et de triomphe. Son nez l'avait mené à la nourriture. Mais son nez devint aussi son système d'alerte. Il apprit à reconnaître l'odeur de la plante aux fruits rouges et vénéneux qu'il avait failli manger. C'était une odeur âcre, légèrement amère, cachée sous le parfum sucré du fruit. Il apprit à l'éviter, à contourner les zones où cette odeur était présente. Il découvrit d'autres plantes dont l'odeur était un avertissement. Une liane qui dégageait une odeur d'amande amère, signature du cyanure. Des champignons qui sentaient le chlore. Son nez devint un filtre, une carte du danger. Il ne se contentait plus de chercher ce qui était bon. Il apprenait à identifier et à éviter ce qui était mauvais. C'était une nouvelle forme de critique gastronomique, une critique binaire où les seules notes étaient vie ou mort. Après avoir sécurisé une source de fruits, Antoine se tourna vers la mer, une source potentielle de protéines bien plus riche. Il commença à explorer la côte, non plus la plage de sable blanc où il s'était échoué, mais les zones rocheuses, les criques, les récifs exposés à marée basse. C'était un nouveau monde, avec de nouvelles saveurs et de nouveaux dangers. Il trouva une zone de rochers couverts d'huîtres sauvages. Pour n'importe qui d'autre, c'eût été un festin. Pour lui, c'était un test. Il savait que les coquillages, en particulier dans les eaux tropicales, pouvaient accumuler des toxines provenant de certaines algues, provoquant des intoxications graves comme la cigatra ou l'intoxication paralysante par les mollusques. Il ne pouvait pas se fier à l'apparence. Il devait se fier à son palais. Il ouvrit une huître avec une pierre. Il la sentit d'abord. L'odeur était fraîche, iodée, l'odeur pure de l'océan. C'était un bon signe. Puis, il la goûta, mais pas comme il aurait fait dans un bar à huîtres parisien. Il en prit une infime parcelle sur sa langue, la laissant se dissoudre, analysant chaque nuance. Il cherchait une note anormale, une amertume, un picotement, le moindre signe d'une toxine. Le goût était pur, salin, avec une finale de noisette. Il la jugea sûre. Il en mangea quelques-unes, une source de protéines et de minéraux bienvenus. Il continua son exploration. Il trouva des moules, des bigorneaux, des petits crabes cachés dans les crevasses. Pour chaque nouvelle espèce, il appliquait le même protocole rigoureux, l'odorat d'abord, puis un test de contact, et enfin, une dégustation minuscule et attentive. Il devint un expert du terroir de son île, lisant la santé de l'écosystème à travers le goût de ses habitants. Un jour, après une petite tempête, il trouva un gros poisson échoué sur la plage. C'était une aubaine, une source de nourriture pour plusieurs jours. Mais c'était aussi un risque.
Il ne savait pas depuis combien de temps le poisson était là. Pour un œil non averti, il semblait parfaitement frais. Les yeux étaient clairs, les branchies rouges. Mais Antoine se fia à son nez. Il se pencha et huma le poisson. Son nez, qui pouvait détecter le moindre défaut dans un vin, le moindre signe d'oxydation prématurée, se mit au travail. Il ne sentit pas l'odeur de marée fraîche qu'un poisson frais devrait avoir. Il détecta une note de fond, presque imperceptible, une note légèrement ammoniacale. C'était le premier signe de la décomposition des protéines, un signe qui apparaît bien avant que l'odeur de pourriture ne soit évidente. Il savait que manger ce poisson, même cuit, pourrait le rendre gravement malade. Il l'abandonna aux crabes et aux oiseaux de mer. Sa déception fut grande, mais sa confiance en son propre jugement fut renforcée. Il était en train d'appliquer les règles de la cave et de la cuisine à la nature sauvage. La recherche de la fraîcheur absolue, le rejet de la moindre imperfection, ces principes qui avaient fait de lui un critique redouté, étaient maintenant les principes qui le maintenaient en vie. Il ne jugeait plus pour le plaisir de la critique, mais pour la nécessité de la survie. Les semaines se transformèrent en un mois, puis deux. Antoine avait survécu. Il n'était plus un naufragé, il était un habitant de l'île. Son corps s'était transformé. Il était plus mince, sa peau tannée par le soleil, ses muscles durcis par l'effort constant. Ses mains, autrefois si soignées, étaient maintenant calleuses et marquées de cicatrices. Mais la transformation la plus profonde était intérieure. L'arrogance, le dédain, le cynisme qui l'avait caractérisé avaient été lavés par le tsunami, puis polis par la solitude et la lutte quotidienne. Ils avaient été remplacés par une humilité profonde, un respect pour la nature qu'il n'avait jamais connue et une gratitude pour chaque jour de vie. Il avait établi une routine, un rythme de vie en harmonie avec l'île. Le matin était consacré à la collecte de l'eau et à la recherche de nourriture. L'après-midi, il travaillait à l'amélioration de son abri, une petite cabane qu'il avait construite avec du bois flotté et des feuilles de palmier tressées. Le soir, il s'asseyait sur la plage, regardant le coucher du soleil, non plus avec un œil critique, mais avec un émerveillement d'enfant. Il n'était plus seul. Il avait appris à connaître l'île, ses habitants, ses secrets. Il connaissait le chemin des singes qui venaient voler ses fruits, le cri du martin-pêcheur qui plongeait dans le lagon, le moment exact où les tortues de mer venaient pondre leurs œufs sur la plage. Il n'était plus un juge, il était un observateur, un participant. Il pensait souvent à son ancienne vie, à ce monde de luxe, de compétition et de jugement superficiel. Cela lui semblait absurde, lointain, comme un rêve étrange. Il se souvenait de ses critiques acerbes, des phrases assassines qu'il avait écrites sur des plats qui n'étaient pas parfaits. Il ressentait une pointe de honte. Qu'est-ce que la perfection? Ici, la perfection, c'était un fruit qui n'était pas toxique. C'était une huître qui ne le rendait pas malade. C'était une gorgée d'eau fraîche. Il avait passé sa vie à chercher des saveurs complexes, des combinaisons audacieuses, des expériences gastronomiques. Ici, il avait redécouvert les saveurs les plus fondamentales, les plus pures, le sucré d'un fruit mûr, le salé de l'océan, l'amer de la survie. Son palais, autrefois une arme de critique, était devenu un instrument de gratitude. Il ne se demandait plus si un plat était bon. Il se demandait s'il était vivant. C'était la seule critique qui comptait vraiment. Il ne savait pas s'il serait un jour secouru. Une partie de lui ne le souhaitait même plus. Il avait trouvé ici une paix, une simplicité, une connexion avec le monde qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il était Antoine Moreau, le critique gastronomique. Mais il était aussi, et peut-être surtout, l'homme de l'île, un homme qui avait appris à goûter la vie à sa source la plus pure. Il fut secouru par hasard, après près de 3 mois de solitude. Un petit bateau de pêche, dévié de sa route habituelle par une tempête, aperçut la fumée du feu qu'il avait enfin réussi à allumer, non pas avec une lentille de sel, mais avec la méthode patiente de la friction du bois, une compétence qu'il avait mis des semaines à maîtriser. Les pêcheurs qui le trouvèrent n'en crurent pas leurs yeux. Ils s'attendaient à trouver un groupe de naufragés, pas un homme seul, étonnamment en bonne santé, qui les accueillit avec un calme et une sérénité déconcertants. Le retour à la civilisation fut un choc sensoriel brutal. Le bruit du moteur du bateau, l'odeur du diesel, la lumière artificielle de la ville portuaire, tout était une agression pour ses sens aiguisés par des mois de silence et de nature. La nourriture qu'on lui offrit, un simple bol de riz avec du poulet, lui parut d'une complexité et d'une richesse de saveurs écrasantes. Son histoire fit le tour du monde. Le célèbre critique gastronomique, que l'on croyait mort dans le tsunami, avait survécu seul sur une île déserte pendant 3 mois. On le présenta comme un héros, un aventurier moderne. Il refusa la plupart des interviews, se sentant mal à l'aise face à cette célébrité née de la tragédie. Il ne voulait qu'une chose, rentrer chez lui, retrouver sa famille. Quelques mois plus tard, une fois qu'il eut récupéré physiquement et qu'il se fut réhabitué au rythme du monde moderne,
il accepta une seule interview, pour un grand magazine. L'interview eut lieu dans le restaurant le plus en vogue de Paris, un établissement 3 étoiles qu'il avait autrefois descendu en flammes dans une de ses critiques. Le jeune chef, terrifié mais honoré, lui prépara un menu dégustation spécial. Le repas se déroula dans un silence respectueux. Antoine mangea chaque plat lentement, les yeux souvent fermés, non pas pour analyser, mais pour savourer. À la fin du repas, le journaliste lui posa la question que tout le monde se posait. « Alors, monsieur Moreau, votre verdict ? Après ce que vous avez vécu, comment jugez-vous cette cuisine ?» Le sommelier apporta le dernier vin, un château d'Yquem d'un millésime légendaire. Antoine prit le verre. Il ne le fit pas tourner. Il ne le huma pas avec l'arrogance d'un connaisseur. Il le regarda simplement, sa couleur dorée brillant à la lumière des chandeliers. Puis il le porta à ses lèvres et en but une petite gorgée. Il ferma les yeux. Un sourire, un vrai sourire, sincère et apaisé, illumina son visage. Il se tourna vers le journaliste. « Autrefois, dit-il, sa voix plus douce, plus profonde qu'avant, je vous aurais parlé de ses notes de botrytis, de sa complexité, de sa longueur en bouche. Je vous aurais peut-être dit qu'il manquait d'un soupçon d'acidité pour atteindre la perfection absolue. » Il fit une pause, regardant à nouveau le vin dans son verre. « Aujourd'hui, je ne peux vous dire qu'une seule chose. Il a le goût de la terre, du soleil et du temps qui passe. Il a le goût d'être en vie. Et c'est la seule perfection qui compte. » Il leva son verre, non pas au chef, non pas au vin, mais à la table, à la lumière, à la simple et miraculeuse beauté d'être là, en sécurité. Il avait enfin trouvé le goût qu'il avait cherché toute sa vie. Le goût de la gratitude.